Le 136e synode de l'Église protestante Mahoï s'est achevé aujourd'hui. Outre les réflexions bibliques et autres thèmes de réflexion, le synode permet à l'Église protestante Mahoï chaque année d'adopter des résolutions. Quelles sont les grandes orientations de l'Église protestante Mahoï pour cette année 2021? Élément de réponse dans ce reportage. Comme le reste de la Polynésie, l'Église protestante Mahoï a subi la crise de la Covid-19. Malgré les restrictions, l'Église protestante a pu survivre grâce à une participation financière exceptionnelle des arrondissements. L'offrande annuelle du mai, supprimée en 2020, est la principale source de financement de l'Église. Pas de crise des vocations cette année. 5 pasteurs ont été intronisés tandis que 4 ont pris leur retraite. L'école pastorale de Teriratou de Ta'a accueillera à la rentrée 7 nouveaux élèves pasteurs. Le synode est l'occasion de définir les nouvelles affectations. Une trentaine de paroisses auront cette année un nouveau pasteur. La réflexion biblique de cette année est que Mahoï enfante à nouveau. Le synode exhorte les fidèles à la liberté et à la dignité du peuple Mahoï. Concernant le vaccin contre la Covid-19, l'Église protestante laisse le libre choix à ses fidèles. Le fait nucléaire reste une priorité pour l'Église protestante qui interpelle solennellement l'État français afin qu'il remplisse ses devoirs à l'égard des victimes des essais nucléaires et à honorer la dette qu'il a envers elles. Le synode conteste l'implantation d'une nouvelle caserne militaire présentée comme perspective d'insertion professionnelle pour les enfants polynésiens. Il s'agit, selon les dirigeants de l'Église, d'une stratégie de l'État français en vue d'asseoir sa présence dans l'océan Pacifique. Le prochain synode se tiendra à la paroisse de Fa'a. Et nous recevons notre invité Philippe Newfer, président du conseil d'administration de l'enseignement protestant. Philippe Newfer, Yorana. Yorana. Alors, vous venez de le voir, comment l'Église s'organise-t-elle face au Covid et à ces restrictions, justement? Bien, de manière très simple. D'abord, il y a les règles dans les lieux de culte. Et là, on se fie généralement aux règles pas très claires la plupart du temps qui émanent du haut-commissaire. Et puis, il y a des problèmes d'accès aux droits. Des fois, heureusement que les règles sont réexpliquées. Et donc, pour ce qui concerne les lieux de culte, il y a des restrictions. Mais de manière générale, ce qui nous pose problème, bien évidemment, c'est les pertes financières dues à cette crise sanitaire et que nous essayons de compenser en allégeant nos charges et en faisant en sorte de dépenser moins. Je le disais tantôt, vous êtes le président de l'enseignement protestant. L'enseignement protestant et l'ouverture va ouvrir cette année, me semble-t-il, une licence en art et design. Vous augmentez la carte de formation proposée dans l'enseignement protestant. Oui, tout à fait. C'est le rêve de la reine Pomaré, c'était d'avoir un enseignement francophone et je pense qu'elle devait aller jusqu'à se dire peut-être qu'un jour nous aurons une université protestante. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à ouvrir un diplôme qui donne le grade de licence. Et c'est un diplôme qui intervient dans un domaine que nous connaissons depuis plus de 12 ans, puisqu'à l'époque, j'ai ouvert avec le lycée Samuel Rapoto, le bac STD2A à rappliquer. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça avait fait sourire. Aujourd'hui, on voit que ça marche bien, ça marche même très bien. C'est la raison pour laquelle nous allons ouvrir en partenariat avec l'Université de Strasbourg. Il y a des liens avec Strasbourg qui dépasse nos générations. Et donc, nous allons ouvrir nous sommes très enthousiastes. Nous avons eu des interlocuteurs à Strasbourg et à Paris qui attendent cette ouverture avec beaucoup d'impatience, tout comme nos étudiants, puisque la plupart de ceux qui viendront dans ce DNMAD, ce sont bien évidemment nos élèves. Philippe, restez là. Nous reviendrons sur le fait nucléaire juste après ce sujet qui concerne donc Guylain Ouzel. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais cet ancien ingénieur auprès du commissariat à l'énergie atomique est une mémoire unique et précieuse sur les conséquences des essais nucléaires dans le Pacifique. Auteur de nombreux ouvrages, dont Secret de Moruroa, sorti en 2013, Guylain Ouzel a accepté de revenir sur ses souvenirs et sur l'actualité des essais nucléaires avec la venue d'Emmanuel Macron, un entretien réalisé par notre journaliste Nicolas Pérez. Géophysicien de formation, Guylain Ouzel, octogénaire à l'esprit vif et à la mémoire intacte, a travaillé durant 30 ans de 1966 à 1997 au service de la direction des essais du commissariat à l'énergie atomique.
Témoin d'au moins 120 tirs sur les 193 pratiqués, il est aujourd'hui un fervent défenseur de la Polynésie qu'il a gravé dans la peau comme dans le cœur. Et lorsqu'on lui pose la question sur ce qu'il a pensé de la position du président de la République sur le fait nucléaire, j'ai été déçu parce que les Polynésiens attendaient le mot pardon. Parce qu'à un moment donné, au début, il a dit « la France a menti ». Et il aurait dit à ce moment-là, je présente les excuses de la France à la Polynésie pour ses mensonges ou pour certaines contre-vérités. Je crois que la moitié du travail aurait été fait. Analyste des données météorologiques, lorsqu'il était en poste à Mururoa, Guillain, comme tout bon ingénieur, a décortiqué l'ouvrage Toxique qui a défrayé la chronique. Ce livre Toxique est un livre remarquable. C'est un point précis il a fait une analyse précise de tout ce qui s'est... la manière dont ces tirs se sont déroulés. Des conséquences qu'il connaît intimement, lui qui a perdu de nombreux camarades suite à des cancers dont la médecine n'a pu corréler avec les essais nucléaires. Non pas par manque d'informations, mais par une omerta ambiante. Il y avait la chape de plomb du secret défense. Voilà. Alors les gens n'osaient pas parler, n'osaient pas trop dire ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient ressenti. Des camarades du CEA qui sont revenus en France, qui sont tombés malades et qui n'ont pas osé dire à leurs médecins traitants qu'ils avaient travaillé à Mururoa et à Whangatofa. Emmanuel Macron qui a annoncé que l'État se chargera de nettoyer les anciens sites militaires n'est que la face émergée de l'iceberg pour Guillain, qui souhaiterait que l'État se penche également sur la structure corallienne de Mururoa. Mais les tirs dans le corail en particulier, donc ils n'étaient pas profonds, il faudrait arriver à peut-être à les bétonner un petit peu, ces cavités de tir, enfin les protéger. Mais on n'est pas à l'abri d'un effondrement de Mururoa, bien sûr, on le sait bien. Il y a eu plus d'une centaine de tirs souterrains, de forte puissance même. On a bien été capable de dépenser des milliards pour faire 193 essais nucléaires. On peut bien en dépenser quelques-uns pour maintenant bétonner la zone nord de Mururoa, c'est-à-dire le Motu Colette qui est recouvert de plutonium. Enfin, son analyse sur la transmission des données par le CEA est limpide quant à la volonté de cette institution de lever le voile sur les conséquences des essais nucléaires. Le CEA va pas reconnaître comme ça qu'il y a eu des erreurs ou qu'il s'est fourvoyé, hein, bien sûr. Ça, c'est évident. Philippe Neuffer, le sujet du nucléaire, le fait nucléaire est un sujet plutôt sensible pour l'Église, qui a toujours lutté contre les essais nucléaires. Le témoignage de cet ancien du nucléaire a été quand même plutôt saisissant. Oui, alors du côté de Mururoa et Tato, que je sais, on a l'habitude de recevoir des témoignages, mais celui-là est particulièrement instructif, et notamment sur le fait que finalement ce qui nous gêne, c'est que au plus haut niveau de l'État, il y a comme une forme de dissonance. Alors autant la dissonance est bien dans le Himene Tarawa, autant lorsque le ministère de la Défense dit une chose et que le CEA dit autre chose. Par exemple, je vais vous donner un exemple très très simple. Lorsque nous avons fait nos premiers contentieux et que nous avons gagné devant le tribunal du travail, eh bien le ministère de la Défense annonçait au moment du délibéré qu'il n'allait pas faire appel, et dès le lendemain, le CEA interjetait appel. La même chose, aujourd'hui, le CIVEN interjette appel des décisions qui indemnisent les victimes des essais nucléaires français dans le Pacifique. Donc on a un peu l'habitude de cette dissonance, et c'est ce qui nous gêne. Au-delà de ça, il a dit aussi quelque chose d'important, et c'était une partie importante du message du président de l'Église protestante Maui, qui voulait se libérer du poids de la responsabilité propre aux victimes. Et pour s'en libérer, eh bien, il a décidé, avec l'ensemble des membres du synode, de pardonner
à la France pour le mal qui a été fait au peuple polynésien. Un peu comme Jésus qui pardonne, alors qu'il était en train de mourir sur la croix, il pardonne parce qu'ils ne savent ce qu'ils font, alors que là, l'État savait pertinemment ce qu'il faisait. Est-ce à nous, justement, de demander pardon en premier? Et nous devons nous libérer. Le sens du message de cette année du synode, c'est de se libérer. Enfin, Atiama, en tahitien, c'est pas c'est pas aller vers l'indépendance politique. On parle d'autre chose de plus profond. Se libérer des choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Se libérer de nos addictions. Se libérer de nos peurs. Et notamment la peur du lendemain pour les victimes des essais nucléaires qui savent pas s'ils vont continuer à vivre longtemps. Et un des moyens, c'est de se libérer de ce poids, c'est de pardonner. C'est de dire, on te pardonne et on attend ensuite ce que tu vas faire avec. Merci beaucoup. Philippe, une dernière question avant que l'on se quitte. Un mot sur la plainte pour crime contre l'humanité que vous avez déposée. Alors, il s'agit d'une procédure bien particulière. Comme vous le savez, les églises sont à l'origine de la constitution, de la construction de l'Organisation des Nations Unies. Et au sein de cette organisation, il y a plusieurs comités, dont le Comité international des droits de l'homme de Genève. Et cette interpellation a été placée il y a plus de 3 ans auprès de ce comité international. Aujourd'hui, il faut faire venir des experts en Polynésie, des experts de l'ONU et de ce comité pour que cette plainte avance, mais surtout pour qu'il y ait une forme de transparence à l'égard du monde sur ce qui a été fait en Polynésie. Mais déjà qu'il n'y a pas de transparence envers nous-mêmes, alors on attend de l'État qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Mais entre nous, ce qui nous frappe, véritablement, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui que le chanteur a changé. Lorsqu'on voit, c'est des jeunes, c'est vrai, qui dirigent la France, que ce soit notre ministre des Outre-mer ou notre président de la République, ce sont des jeunes, ils parlent différemment, mais la chanson est la même. Merci beaucoup Philippe Nefer pour d'avoir accepté notre invitation.